C'est l'heure d'une comédie française sur le plateau. Georges-Marc Benamou, journaliste, écrivain, producteur. Et vous venez de réaliser un film sur les Dames du Panthéon et qui sera diffusé le 31 mai sur France 5. Et puis en face de vous, donc Jean Garrigue, historien. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Et alors on les appelle les grands hommes, et l'on pourrait d'ailleurs rajouter les grandes femmes au fronton du Panthéon, où sont entrés hier 4 résistants et résistantes. François Hollande s'est offert un tête-à-tête avec l'histoire, un début de discours qui commençait comme un cours et qui s'est fini presque comme une injonction, le devoir de résistance face à la haine, le repli et l'extrémisme. Je vous propose de l'écouter tout de suite. L'indifférence. Voilà l'ennemi contemporain. Indifférence face au fanatisme, au racisme, à l'antisémitisme. Indifférence face aux injustices, aux inégalités, aux indécences. Indifférence face aux catastrophes, au désordre climatique, à l'épuisement de notre planète. Face à l'indifférence, chaque génération a un devoir de vigilance, de résistance. Alors, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est le mariage du passé et du présent qu'il relie, mariage subtil aussi entre le mémoriel et le message politique. Et ma première question à tous les deux, c'est pourquoi toujours parler de la résistance? C'est bien. Depuis un demi-siècle, les héros de la Seconde Guerre mondiale sont toujours les plus cités. C'est notre référence, peut-être parce qu'on a un traumatisme avec Vichy. Donc c'est bien, mais dans notre histoire plus récente, est-ce qu'il n'y avait pas des gens, peut-être d'autres héros, que ce soit dans le scientifique, dans d'autres domaines? Pourquoi, dans le fond, toujours en revenir à la résistance? Bon, on n'en revient pas toujours à la résistance. Au fond, il y a assez peu de résistants au Panthéon. Il y a Jean Moulin et puis il y a ceux qui entrent aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est que manifestement, le choix qui a été fait là, de ces 4, 2 hommes, 2 femmes, c'est un choix d'équilibre. Un choix de négociation, de consensus, qui est assez à la mesure de François Hollande. Oui, c'est la synthèse. Et on peut se demander si le message n'aurait pas été plus efficace en choisissant, par exemple, d'honorer une femme, une grande femme de notre histoire, pour bien montrer à quel point ce Panthéon il est en déficit de femmes, hein, puisqu'il y avait 72 ou 13 panthéonisés, et seulement 2 femmes, dont une qui n'était là que parce qu'elle est la femme de Marcellin Berthelot. Donc franchement, il y avait peut-être un message plus clair, plus identifiable, et donc plus fort à lancer, même si les choix... je pense de François Hollande, là, en l'occurrence, sont incontestables. Mais je pense qu'il y avait peut-être quelque chose de plus fort à lancer. Georges-Marc, peut-être sur l'idée de résistance, est-ce que, dans le fond, il y a un message aussi politique? Est-ce qu'on va être amené à une forme, nous, bientôt, peut-être de résistance, quelle qu'elle soit? On parle de la France et de la repentance, on dit beaucoup de choses pas bien sur la France, etc. En fait, pour reprendre l'expression de François Hollande, la résistance, on a beau en parler beaucoup, mais c'est effectivement le meilleur de la France. Je ne dis pas que toute la France résistait, je parle devant un historien. C'est le principe du héros, c'est qu'ils sont rares. Dans les premiers résistants, parce qu'il fait rentrer ce qu'on appelle les primo-résistants. Ce sont des gens qui ont résisté dès juin 40, avant même, pour certains, l'appel du 18 juin. Il y a quelque chose d'assez magique. Ouais. C'est le sel de la terre. Ils sont une poignée. Ils sont des extrémistes de droite antisémites comme Daniel Cordier, ils sont des communistes comme Jean-Pierre Vernant, ils sont des démocrates chrétiens comme Gérard Tillon, mais ils sont magnifiques. Ils agissent contre tout le monde, contre la majorité, contre l'écrasement du pays par Vichy et par les Allemands. Et il y a quelque chose, effectivement, de très identitaire. Par ailleurs, on cherche le récit national. On dit qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas de récit national, il en faut dans les écoles, le fameux débat sur l'école. Et l'esprit du 11 janvier s'essouffle. Donc, finalement, ça vient remplir de sens ce fameux esprit un peu introuvable du 11 janvier. Ça vient le consolider. Et puis moi, je veux dire, moi qui ai passé beaucoup d'années à rencontrer les tout derniers résistants, ça me bouleverse. Ouais. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de critiques, de dire, mais dans le fond, à quoi ça sert de diviniser des êtres humains? Est-ce qu'aujourd'hui, tout cela a un sens, par exemple, pour la jeunesse? Est-ce que la transmission de cet esprit de résistance, de république, et comme le disait aussi Georges-Marc, dans le débat sur le récit national que la gauche serait en train d'abattre,
Est-ce que, voilà, tout ça est un lien, dans le fond, aussi Moi, je politique? pense que ça peut apparaître comme dépassé, déconnecté pour beaucoup, mais que c'est une erreur. On a un urgent besoin, on a un besoin permanent, récurrent d'avoir des points comme ça d'ancrage, des moments d'histoire, parce qu'à travers les personnalités dont on parle, c'est un moment de notre histoire, un moment privilégié, avec effectivement ceux qui, les premiers, ont résisté. Et au-delà de ça, une figure quand même qui pour moi est très importante et qui est presque surplombante par rapport aux autres, qui est celle de Jean Zay. Parce que Jean Zay, au-delà de ce moment de résistance, Dieu sait qu'il y a eu des critiques, des interrogations sur son statut de résistant. Il a toujours été résistant. Avant même que commence la guerre, il résiste à ce qu'était la menace du fascisme. Mais Jean Zay, c'est une incarnation vivante de toutes les valeurs qui nous constituent depuis 2 siècles, depuis la Révolution française. Et je pense que c'est important de réaffirmer ces valeurs. On a eu au fond une sorte de sursaut d'incarnation au moment du 11 janvier. Et là, on a une sorte de leçon de choses, de leçon d'histoire, sur ce que ça signifie justement, ce qui s'est passé. Alors, on parlait des actes de la résistance. Vous parliez de l'esprit du 11 janvier, mais ce qui est frappant dans l'esprit du 11 janvier, c'est qu'il n'y a pas eu un seul discours de la part du président qui est entré de plein pied dans la figure du père de la nation, et il n'a pas prononcé un mot. Il y a eu, dans le fond, un acte posé qui a été bien plus fort que les discours. Oui, se dit, il y a un autre discours, qui a été un grand discours républicain. C'est le discours de Manuel Valls, le mercredi, je crois, à l'Assemblée nationale. Et on ne peut pas entendre le discours de François Hollande hier, qui était un beau discours, sans penser au très beau discours de Manuel Valls, qui avait une force émotionnelle et politique aussi. Donc, voilà. Et puis, il y a de la politique dessous, sous le tapis. Oui. La politique, c'est quoi? À mon avis, c'est les contours de la prochaine majorité France Unie, un peu, vous savez, comme Mitterrand 88, qui sont incarnés dans ces 4 résistants. Un socialiste un peu dissident, brossolette, quoi à dire, un radical socialiste très laïque, à la différence de pas mal de socialistes, une gaulliste de gauche, catholicisme social, catholicisme social de Geneviève de Gaulle, et une MRP aussi, une MRP de gauche. C'est une démocrate chrétienne de gauche, Germaine. On a voulu en faire une gauchiste, on a voulu faire une sartrielle. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer sur la guerre d'Algérie. C'est pas forcément ce sur la décolonisation, libération ou l'humanité. Sur la guerre d'Algérie, elle dit Sartre était un salaud, et moi j'étais avec Camus. Donc d'une certaine manière, c'est Camus qui rentre au Panthéon aussi. C'est une camusienne. Alors, puisque parlez-nous-en de cette femme, puisque vous dites que j'ai envie de vous entendre là-dessus. Vous savez, vous rencontrez parfois, on est journaliste, écrivain, on rencontre des gens. Moi, j'ai eu la chance, comme vous, de rencontrer quelques personnes qui m'ont fortement impressionné, qui ont irradié, et il y a eu l'abbé Pierre, il y a eu Mitterrand. Germaine Tillon je l'ai rencontrée 3 fois, elle irradiait de bonté, d'intelligence dans ce petit appartement à Saint-Mandé, très briqué, qui sentait la cire et l'encaustique. Elle préparait des gâteaux en face. Il y a le lac de Vincennes, les signes du lac de Vincennes, une sorte de tranquillité provinciale. Une femme extraordinaire. Et toutes les heures, Geneviève téléphonait. C'est des amis intimes, ce sont des sœurs qui ont été... Vous savez, vous avez des amis, vous vous appelez 5 fois par jour. C'était ça, Germaine et Geneviève. Cette intimité formidable de femme extraordinaire. Et puis, voilà, moi, c'est un grand penseur. Je veux dire, elle est Albert Camus en pratique sur les guerres d'Algérie. Elle est une immense intellectuelle, par ailleurs, sur son Ravensbrück, avait eu en 1946 le prix Pulitzer. Oui, tout à fait. Personne ne l'a relevé. Et aujourd'hui, des héros plus... on va dire, plus récent, vous, historien, peut-être, où on aurait pu aller piocher. Alors, héros, ou alors écrivain. On a vu qu'Alexandre Dumas était effectivement dépanthéonisé de Chirac. On a parlé de Sartre, etc., mais qui sont quand même, qui peuvent être clivantes. Mais il y a une grande figure de référence politique, qui est Pierre Mendès France, par exemple, qui pourrait être aussi le socle, justement, d'une sorte de majorité d'idées et d'une référence morale pour... La probité en politique. Pour la politique. Qui nous a peut-être un peu quittés. Je crois que Hollande a vu beaucoup de monde. Vous savez, c'est l'obsession des présidents. Ça a été l'obsession de Sarkozy de faire entrer au Panthéon. Oui, parce que il n'a pas réussi à en faire entrer Camus. Il a fait une plaque pour Aimé Césaire. Enfin, donc Hollande, il s'y intéresse depuis longtemps. Donc il a reçu beaucoup de gens. Et l'année dernière, je crois savoir que Robert Badinter lui a plaidé pour l'entrée au Panthéon de Léon Blum.
Ouais. Et le leader du Front populaire, ça aurait eu du sens aussi. Oui, mais ça aurait été dans sa posture de président de la République. De gauche. Voilà. On aurait pu lui dire c'est trop politique. C'est trop politique. La figure de Pierre Mendès France, me semble-t-il, est un peu plus déconnectée, plus consensuelle, y compris à droite. Donc c'est une figure d'excellence. Donc il y a quelque chose là qui aurait été fort aussi, mais qui aurait eu le désavantage d'être une figure masculine. Et franchement, là, il y a une sorte de retard historique. Alors, une question que je pourrais aussi poser à Jean-Jean, qui pourrait répondre aussi, puisqu'il a connu Germaine Tillon. Mais est-ce que ces personnalités, ces gens-là, au moment où ils écrivent leur vie, est-ce qu'ils prennent conscience qu'ils... bon, pas qu'ils finiraient, bien sûr... dans le marbre des illustres au Panthéon, mais qu'ils sont dans la marche de l'histoire où vraiment c'est l'âme qui les conduit, quoi, on va dire. Pour ce qui concerne celui que je connais le mieux, qui est Jean Zay, parce que il se trouve que je suis en contact avec ses filles, famille, qui sont des femmes d'exception aussi, d'ailleurs. Jean Zay, il avait ce sens de l'histoire chevillé au corps, puisqu'il était la Troisième République, avec toutes ses valeurs, liberté, égalité, humanisme, fraternité, laïcité. C'était donc quelqu'un qui sentait ce souffle de l'histoire, incontestablement, y compris dans sa cellule, jusqu'au dernier moment. Il est là dans ce sens. Georges Marc, très court, parce que c'est la fin. Sur Germaine Tillon. Je pense pas. Je pense que quand on fait des choix, on ne sait jamais où ça mène. Je veux dire, alors, au terme de sa vie, peut-être, etc. Mais je ne crois c'est le principe du héros, c'est qu'il ne sait pas qu'il en est un. Elle y pensait. Elles sont restées l'une et l'autre dans leurs cimetières respectifs, au fond. Ouais. Merci à tous les deux, c'était passionnant de vous avoir, d'avoir vos points de vue. Merci et à très bientôt. Et on se retrouve à 17h10 pour Politique avec Jean-Marie Colombani. Nous recevrons Laurent Geoffrin et Philippe Val. Et nous parlerons de la gauche et du sociologisme, la critique de Val. À tout de suite, à bientôt. Merci. Billet-retour à Bhopal. Bhopal veut oublier. Décembre 1984. L'explosion d'une usine de produits chimiques libère un nuage toxique tuant entre 15 000 et 30 000 personnes. 30 ans après, l'usine continue de faire des victimes dans cette ville du nord de l'Inde. Les déchets entreposés sur le site contaminent toujours les nappes phréatiques. Depuis l'accident, le taux de mortalité infantile a augmenté de 300%. Les habitants sont nombreux à souffrir d'anémie, de maladies de la peau et de cancer. Pourquoi, après tant d'années, Bhopal n'est-elle toujours pas décontaminée? Billet retour à Bhopal, à voir sur France 24 et sur France24.com.